Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, dimanche 23 août, Catherine nous présentera le 4e et dernier épisode de La Maison des Feuilles. Didier, pour son instant philo, se demandera quelle idée de la nature face aux défis écologiques. Et Annie Drogou interroge Alice Michonnet, directrice du Muséum d'histoire naturelle, pour qui la culture est aussi nécessaire que l'oxygène. Dix minutes, chronique. La Maison des Feuilles, 4e et dernier épisode. Aujourd'hui, il est temps de mieux connaître son auteur, Mark Z. Danielewski, né à New York en 1966. Dès son enfance, il a accompagné ses parents au cours de voyages en Europe, en Afrique, en Inde. Quand on l'interroge sur l'inspiration qui a suscité son livre fou, il explique qu'après ses études aux États-Unis, il a séjourné à Paris. Pendant cette période, il lisait Mallarmé, Apollinaire, Rimbaud, et lui-même écrivait des poèmes. Il prenait des notes au fur et à mesure que lui venaient des idées de création littéraire. Il notait aussi des jeux de mots, des citations, des références à ses lectures, tout en s'intéressant au cinéma expérimental et aux techniques cinématographiques, et à la culture pop américaine. Or, ce bouillonnement intellectuel ne s'est pas arrêté là. De retour aux États-Unis, il a continué cette sorte de collecte pendant quelques années et s'est finalement dit qu'il serait possible de rassembler tout ce travail épars et en faire un roman. C'est à ce moment qu'il commence, à Los Angeles, à écrire son premier livre, La Maison des Feuilles. Ce que le jeune homme de 22 ans avait mis en route sans bien y réfléchir, commençait à se concrétiser 5 ans plus tard. Mark Z. Danielewski assemblait son puzzle. En 2000, l'ouvrage paraissait aux États-Unis. Il faut savoir que les acheteurs du livre n'étaient pas tous ses premiers lecteurs. Des amis de Danielewski qui étaient au courant de son entreprise lui demandaient fréquemment où en était son travail. Il a donc eu l'idée de créer un site confidentiel sur le net pour quelques personnes. Et petit à petit, comme pour un feuilleton, des chapitres accompagnés de ses commentaires, de références fictives ou avérées et de diversions ont été mis en ligne. On pourrait dire que de la même façon que Johnny Errand réunit les fragments d'écriture que Zampano a accumulés sur diverses feuilles de papier, Danielewski échafaudait à partir de son propre espace, underground, son futur ouvrage. Finalement, les épisodes de cette histoire, se répandant plus largement sur Internet et commençant à faire parler d'elle, les éditions Panthéon Books décidaient de la publier. La Maison des Feuilles devenant culte instantanément. Ce qui a séduit essentiellement un public jeune était la conception labyrinthique d'une histoire multiple axée sur la peur, la folie et le suspense, ainsi que les expériences typographiques qui en font d'une certaine manière un livre-objet, à tel point qu'en France, l'édition de 2002, épuisée, est quasiment introuvable et atteint une somme de 50 à 85 € en occasion. Ce livre a donc une cote, comme une œuvre d'art. Pourtant, de son côté, Danielewski, qui a maintenant 54 ans, déclare s'être détaché de ce livre. Il dit que La Maison des Feuilles est pour lui comme un enfant qui a grandi, s'est fait beaucoup d'amis, a produit une multitude de relations personnelles auxquelles lui, Danielewski, ne participe pas. En effet, les amis de La Maison des Feuilles sont nombreux, et il est vrai que les liens qu'ils ont tissés entre eux, tous ces échanges entre lecteurs, chercheurs en littérature, critiques, échappent à l'auteur. Nicolas Martin, producteur sur France Culture de la méthode scientifique, a écrit ceci.
Lire La Maison des Feuilles est une expérience qui va au-delà de la stricte expérience de lecteur. C'est se plonger dans un labyrinthe textuel qui sollicite à la fois la curiosité, la raison, la peur, l'excitation, l'angoisse. C'est une immersion dans un système qui ne se laisse jamais saisir, qui ne cesse de se dérober sous nous, sous nos attentes, sous nos projections. C'est un chausse-trappe qui laisse celui qui accepte de s'y égarer, pantois, éberlué, halluciné, terrifié, et pourtant incroyablement rassasié et heureux. C'est une expérience littéraire totale. Valérie Dupuis, dans une étude intitulée « Attention labyrinthe » pour le colloque Architecture, littérature et espace, organisé par l'Université de Limoges en 2004, a développé le thème de l'architecture dans le livre. En voici un extrait. À cette première découverte de la nature fantastique d'un espace domestique s'ajoute très vite un élément nouveau. La maison n'est pas fixe. Elle s'agrandit et rétrécit de façon imprévisible. Des pièces ou des éléments architecturaux, couloirs, escaliers, s'ajoutent puis disparaissent. Ce thème qui s'enrichit d'une multitude de références à la fois architecturales, littéraires, mythologiques, techniques, etc., parvient ainsi à placer au cœur du roman des notions architecturales, géométrie dans l'espace, structure, et de manière intéressante à faire reposer le fantastique non sur des caractères, mais sur la maison elle-même, organisme fantastique, espace mortifère, mais qui semble animé d'une vie propre, dont les intentions échappent d'ailleurs totalement. Dribs Thornhill est modératrice du club de lecture House of Leaves, La Maison des Feuilles, un groupe Facebook qui totalise plus de 7000 membres. Elle est d'accord avec ce que dit Danielewski à propos de la personnification du livre. House of Leaves est une chose vivante et respirante, dit-elle. C'est une chose dont vous ne pouvez pas vous détacher avant d'en avoir discuté avec quelqu'un d'autre. Les milliers de lecteurs du groupe se sont attachés au mystère du livre, et de nouveaux lecteurs continuent de se joindre, souvent à la recherche d'explications. C'est devenu une famille soudée qui se consacre les uns aux autres, explique Dribs Thornhill. Beaucoup d'entre eux ont vu le groupe comme une ouverture, une fenêtre qui éclaire une pièce sombre. House of Leaves ne se connecte pas seulement aux gens, mais connecte les gens entre eux. Benjamin Muir, doctorant à Western Sydney University, dit que le livre a irrévocablement modifié le cours de sa vie. House of Leaves a tout changé. Cela m'a appris ce que cela signifiait de lâcher prise devant la fatalité. Il a été particulièrement frappé par la façon dont on y évoque la perte, le deuil, qui sont les sujets de sa thèse intitulée « Nous créons tous des histoires pour nous protéger, traumatisme, chagrin et lâcher prise dans la Maison des Feuilles » de Mark Z. Danielewski. Il déplore qu'une grande partie du travail critique sur ce livre a mis l'accent sur les expériences typographiques et les bizarreries plutôt que sur les thèmes du traumatisme, du deuil, qui sont tous deux les thèmes les plus importants. Enfin, on ne peut pas parler de ce livre sans évoquer son traducteur en langue française, Claro. Voici ce que dit François Bon à son propos. Comment Claro a traduit cette montagne, je n'en sais rien. À chaque extrême de la composition, des allusions, des imbrications, des textes coupés, on se dit que ce n'est pas possible, que si ce n'était pas traduit, on ne penserait pas possible de le faire. Pourtant, c'est bien une traduction qu'on lit. Ça veut dire un livre fou, dans la langue française aussi, un livre en langue folle, un livre de toutes les langues façon Finnegan's Wake ou du Pynchon, qu'a aussi traduit Claro. Qu'est-ce qu'on ne saurait pas traduire après House of Leaves? Trop secoué. Est-ce qu'on fait cela 2 fois dans sa vie? Est-ce qu'on n'est pas dans un tel accomplissement comme le partenaire direct et satanique de l'auteur? Après avoir tenté pendant les 3 précédents épisodes de vous donner une idée de ce qu'est ce livre monstre, je dois vous dire que ce n'était qu'un préambule à votre lecture. Et les quelques extraits que je vous ai lus de ce récit multiple et labyrinthique n'allaient pas au-delà de la 40e page d'un livre qui en compte 709,
dans l'édition de 2002, traduite en français par Claro. Trouvez ce livre, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, écoutons la voix de Danielewski. House of Leaves now has conversations with readers that I'm not privy to anymore, and it has a strange existence that astonishes me at times. I remember I was out and an older gentleman came up to me and said, "Are you Mark Danielewski? Did you write House of Leaves?" I said, "Yes, I am." And he said, I want to thank you. I said, "Oh, well, you're welcome." He said, I didn't read House of Leaves. I was like, okay. À présent, retrouvez tous les liens à propos de la Maison des Feuilles à la rubrique 10 minutes chroniques sur le site de la MCH. À bientôt. L'instant philo. Quelle définition de la nature pour une philosophie de l'écologie ? Face à la crise écologique, la pensée contemporaine est confrontée à un vrai dilemme. D'un côté, elle voit bien que sous le nom de nature, les hommes dans la culture occidentale se sont forgés des représentations qui parlent souvent plus de ce qui les préoccupe que de l'univers dans lequel ils sont objectivement placés. Faut-il dès lors déconstruire cette notion de nature et l'abandonner, comme le suggèrent certains auteurs ? Mais, d'un autre côté, comment lutter efficacement pour la préservation de la nature si on renonce à donner quelques crédits à cette expression ? Il faut espérer alors qu'au-delà de l'opposition entre la nature, naïvement idéalisée des anciens, et l'image que s'en font les modernes, qui estiment que la nature est vouée jusqu'à l'épuisement, à l'exploitation et à l'extraction de ses ressources, une représentation plus réaliste surgisse. Une représentation qui permettrait d'envisager un rapport plus équilibré entre les hommes et leur planète, et qui détournerait l'humanité de ses fantasmes de domination pour la replacer dans l'ensemble des vivants. En projetant sur la nature, lors de la naissance de la science moderne, notre désir de toute puissance, nous avons déréglé toutes nos relations au monde. Certaines erreurs de jugement finissent en effet parfois par produire dans le réel des dysfonctionnements majeurs, surtout lorsqu'elles concernent les conditions de la vie sur Terre. C'est pourquoi, chez certains penseurs de l'écologie, une représentation de la nature affaiblie et vulnérable, que les hommes doivent soigner et protéger, est apparue. Tout se passe comme si la mère nature, protectrice des anciens, s'était, sous les coups de boutoir de la modernité qui l'a fait tomber brutalement de son piédestal, transformée en une vieille femme fragile qu'il faut aider à avancer dans l'existence. Les visions les plus catastrophistes donnent même le sentiment inquiétant d'être au chevet d'une nature agonisante. Inversement, l'homme aveuglé qu'il est par ses fantasmes d'espèces dominantes semble se transformer en prédateur impitoyable. Et même, d'une certaine façon, en parasite peu conscient, visiblement, d'épuiser la terre dont il se nourrit. Mais quand nous concevons la nature à la manière d'une mère nourricière ou d'une personne diminuée et vulnérable, nous cédons à l'anthropomorphisme, cette tendance à donner systématiquement une forme humaine à ce qui n'est pas humain. Et en même temps, dans cette représentation, quand on considère l'être humain comme un enfant docile, comme un exploitant sans vergogne, ou encore comme un infirmier au chevet d'une patiente, non seulement il est situé à l'extérieur de la nature, mais on lui confie alors un rôle central. S'il est bien un penseur qui permet de lutter contre le dualisme, la conception selon laquelle le monde est divisé en deux domaines distincts, la société humaine d'une part, et la nature matérielle d'autre part, et de batailler contre l'anthropocentrisme, cette tendance narcissique de l'humanité à se placer toujours au centre, c'est bien Spinoza. Ce philosophe du XVIIe siècle propose en effet une doctrine alternative à celle de Descartes, dont il connaît très bien la pensée. Et Spinoza est assurément une des grandes sources d'inspiration des contemporains qui cherchent à renouveler la conception de la nature. Contre le dualisme, tout d'abord, Spinoza pense la nature comme un grand tout, dans lequel
tout être vit, se développe et s'affirme. Deus sive natura. La formule latine peut être traduite ainsi. Dieu et la nature, c'est la même chose. Autrement dit, tout existe dans une unité irréfragable. La distinction par exemple entre corps et âme ne constitue pas pour Spinoza une différence de nature, mais elle cache au contraire une vraie unité. Il estime en effet que l'âme n'est rien d'autre que l'idée du corps. Cette unité profonde du réel a pour conséquence non seulement de récuser toute différence de nature entre les humains et les autres existants, mais aussi de repousser avec force tout anthropocentrisme. L'homme n'est pas un empire dans un empire, rappelle Spinoza. Il n'existe qu'une réalité, la nature, dont l'humanité fait partie intégrante. Aussi faut-il dénoncer comme faux tout récit qui placerait l'homme au centre de la création et qui exalterait son pouvoir et sa domination sur une nature qui serait complètement soumise. S'il reste pertinent et utile pour Spinoza de parler de législation politique et de loi morale, il ne faut toutefois jamais oublier que ces réalités humaines relèvent, comme toute chose, des lois et règles universelles de la nature. Enfin, Spinoza, dans son œuvre principale, l'Éthique, met l'accent sur une physique du corps, ainsi que sur une vision dynamique du vivant définie comme un conatus. Ce terme latin de conatus désigne l'effort que font tous les vivants pour persévérer dans leur être. Spinoza n'adhère donc pas à la représentation d'une nature réduite à de la matière inerte, mais il fait déjà un pas, en son temps, vers une démarche scientifique que, plus tard, un savant comme Lamarck appellera la biologie, qui désigne littéralement la science du vivant. Actuellement, nombreux sont les penseurs, de Bruno Latour à Philippe Descola en passant par Baptiste Morisot, à suivre la voie ouverte par Spinoza d'une philosophie du vivant qui fait tomber la frontière entre culture et nature. Catherine et Raphaël Larère, dans un essai publié en 2018, « Penser et agir avec la nature » proposent une bonne synthèse de l'état de la question. J'aimerais lire 2 extraits particulièrement éclairants de leur ouvrage. Le premier passage montre que la vision actuelle de la notion de nature peut s'inspirer également de la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Voici l'extrait. À partir du moment où l'on comprend que nature et société ne sont pas étanches, une autre interprétation est envisageable, qui lie au contraire les rapports à la nature et les rapports entre les hommes. Elle peut se réclamer de Rousseau. Critique des rapports de domination entre les hommes, celui-ci prend bien soin de ne jamais présenter le rapport des hommes à la nature comme un rapport de domination. Au début de son ouvrage, Émile ou de l'éducation, il reproche aux hommes leur tendance à forcer la terre à se plier à leurs désirs. Dans son roman épistolaire, Julie ou la nouvelle Héloïse, la maxime du jardin de Julie, la nature a tout fait mais sous ma direction, est celle du pilotage, d'une collaboration, pas d'une domination. Dès lors, l'idée avancée au début du contrat social, selon laquelle un homme qui en opprime un autre ne peut être libre, est transposable au rapport à la nature. Comment pourrions-nous être libres dans une nature dominée ? Enfin, l'ouvrage de Catherine et Raphaël Larère se termine sur ces lignes qui soulignent l'importance de l'écologie politique. Ils écrivent ceci. C'est au sein du dualisme occidental, celui de la nature et de la société, qu'ont d'abord été formulés les problèmes de philosophie environnementale. Tant qu'elle est restée prisonnière du dualisme, celle-ci s'est enfermée dans le conflit entre philosophie de la nature et philosophie de l'histoire. Sortir de ce conflit, ce n'est pas opter pour l'une ou l'autre philosophie, ni tenter une impossible synthèse, mais bien élaborer une philosophie de l'action, comprendre l'agir
environnemental comme un agir politique. Assurément, une des actions importantes de cette philosophie de l'action dont parle le couple Larère consiste à enseigner à l'humain à se replacer comme un vivant parmi tous les autres, au sein de la biosphère, dans le respect des écosystèmes et de la biodiversité. En somme, il faut inviter l'homme à se décentrer, comme le chante fort bien Dominica que nous allons maintenant écouter. Comme il est désormais admis que la Terre n'est pas au centre de l'univers, il serait bon de reconnaître que l'homme n'est pas au centre de la Terre. Se décentrer, se replacer, laisser la terre se retrouver, voir le ciel ne plus étouffé, se décentrer, se replacer, entendre la mer respirer, les animaux ne plus hurler. Il serait bon d'être des hommes, non pas des gosses dérégulés, de ne pas nuire à volonté, la terre a le souffle coupé, médusé, et bah ils partent en arrogance, à deux doigts de laisser tomber, se décentrer, se replacer, laisser la terre se retrouver, voir le ciel ne plus étouffé, se décentrer, se replacer, descendre du piédestal, ne plus torturer l'animal, se décentrer. Il serait bon de reconnaître que l'homme n'est pas au centre de la Terre, pas au centre de la planète, se décentrer, se replacer, laisser la Terre se rassembler, voir le ciel ne plus étouffé, se décentrer, se replacer, entendre la mer respirer, les animaux ne plus hurler. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie d'une responsable du Muséum d'histoire naturelle du Havre.
Je vais lui demander de se présenter. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Alice Michonnet, je travaille au Muséum d'Histoire Naturelle du Havre et ici, j'occupe les responsabilités du pôle développement des publics. Est-ce que vous pouvez développer ? Oui, bien sûr. Le pôle développement des publics au sein du musée, c'est un groupement de personnes qui va s'occuper notamment des expositions temporaires, de la programmation culturelle, qui va des conférences jusqu'aux manifestations, les journées du patrimoine, les concerts, voilà, tous ces événements qui émaillent la vie du musée. Tout ce qui concerne la communication, mais aussi notre médiation numérique sur le site internet, les réseaux sociaux, la bibliothèque. D'ailleurs, aujourd'hui, on se parle dans une petite bibliothèque du musée. Et puis, puisqu'il va concerner aussi les éditions. Voilà, donc c'est assez large. Et vous êtes attaché à attirer des publics nouveaux, je crois. Oui, c'est ça. C'est vraiment le cœur de notre activité au sein du pôle développement des publics. Alors c'est vrai que ce terme de développement, il peut un peu faire penser au premier abord à ce côté quantitatif. Mais ce serait vraiment très réducteur en fait de le considérer que comme ça, puisqu'en fait l'idée c'est aussi de se questionner sur comment on va pouvoir soit faire venir d'autres personnes au musée, celles qui plus particulièrement celles qui seraient pas venues spontanément par exemple, ou qui se sentent pas de venir pour 1000 raisons de légitimité, de bagage scientifique ou autre, et puis nous aussi de sortir un peu de nos murs et de nos habitudes et d'aller vers les publics pour porter cette culture scientifique. Avez-vous un exemple ? Oui, ça peut être très très différent. Je prendrais deux exemples assez simples, par exemple sur des publics de jeunes adultes qui parfois sont venus au musée étant enfants avec leurs parents, leurs grands-parents ou leur école, et puis les adultes qui eux après ont des enfants et reviennent aussi avec leur progéniture dans nos murs. Il y a une petite période où finalement on voit un peu moins les jeunes adultes, et ça on va les faire venir bien plus volontiers dans nos murs sur des horaires un peu décalés, par exemple en nocturne. On a fait plusieurs partenariats pendant de nombreuses années autour du festival We Love Le Havre avec I Love LH, aujourd'hui est devenu Super Love, voilà, sur des concerts, et ça nous a permis aussi de nous faire connaître et de mieux connaître auprès de certains publics. Et puis deuxième exemple, par exemple, voilà, en octobre, début octobre, le 3, pour la nuit du tourisme et la clôture d'un été au Havre, on va faire une projection sur la façade du musée. On a travaillé pour ça avec un vidéaste havrais qui s'appelle Simon Leroux, qui fait partie de l'association L minuscule. Et ce projet-là, c'est vraiment un projet de longue haleine autour des collections et du patrimoine du musée, et auquel on a associé des gens qui n'étaient pas des visiteurs du musée. Il y avait des jeunes et des moins jeunes en situation de handicap, plus ou moins lourd. Il y avait également des jeunes migrants arrivés au Havre qui n'étaient pas francophones et qui, pareil, par le biais de leur association, sont venus ici au musée, ont pu découvrir les réserves, le patrimoine du musée, la manière dont on le conserve, etc. Et aussi du public individuel. Et voilà, toutes ces rencontres ont abouti à la création d'un film collectif, une animation qui sera projetée en très très grand sur la façade du musée. C'est une bonne idée. Est-ce que vous avez eu une activité pendant le confinement Covid ? Alors au moment où le confinement a été décidé, on avait pour ainsi dire nos perceuses à la main et on était prêts à installer les expositions. Donc il a fallu tout lâcher et rentrer chez nous. Et dès le 16 mars, on a décidé de conserver autant que possible le lien avec nos publics par notre site internet, par les réseaux sociaux, avec des rendez-vous quotidiens. Ça prenait des formes très différentes, soit de quiz, de questions autour des expositions à venir pour patienter, mais aussi de thèmes scientifiques très variés. C'est la chance qu'on a dans un musée de sciences, c'est qu'on peut aborder vraiment plein de thématiques qui vont de l'environnement à l'astronomie, voilà, des choses très 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 riches. Des films aussi qu'on a pu diffuser, des activités qu'on a proposées, des réalisations, des bricolages, des concours de dessin. L'idée c'était de faire de la médiation, c'est-à-dire de continuer à diffuser de la connaissance scientifique, mais aussi et surtout garder le lien
Et même encore aujourd'hui, on a un noyau de personnes qui a continué à alimenter ce lien et voilà, qui est toujours très actif sur la page du muséum, et c'est très plaisant d'avoir pu créer ça. Avez-vous des activités personnelles en dehors du musée ? Oui, j'ai plein d'activités. Je participe en tant que bénévole à la radio Westrack, sur laquelle on est aujourd'hui. Je m'intéresse à la botanique, au jardinage, voilà, plein de choses. Et qu'est-ce que vous faites au niveau de Westrack ? Alors, je me suis investie dans plusieurs projets, une émission scientifique avec le musée qui s'appelle Science sur Canopée, et puis une émission musicale aussi, voilà, qui s'appelle Indie Trip. Et vous aimez le théâtre et la musique, je crois aussi. Oui, aussi. J'aime beaucoup le spectacle vivant. Je vais beaucoup au théâtre et la musique, les concerts. Avez-vous des rêves ? Des rêves, oui, c'est une question qui est pas facile. Si je reste un peu sur le territoire de ma sphère professionnelle, on va dire, le rêve que j'aurais, c'est qu'on puisse vraiment se débarrasser des barrières symboliques qu'on se met parfois à nous-mêmes et qui nous bloquent pour aller voir. On parlait du théâtre, certains spectacles, entrer dans certaines salles, peut-être parfois aller au musée, voir certaines expositions. Et voilà, que la culture et les lieux de culture soient des lieux encore plus ouverts et qui laissent encore plus de place à l'échange et à l'écoute de leur public. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est d'aller voir les expositions d'art contemporain au Portique avec ma fille qui a 5 ans, parce qu'en fait, moi j'ai mon regard d'adulte et elle a son regard d'enfant qui est complètement décomplexé de toute inhibition par rapport à l'art contemporain. Et voilà, je trouve que c'est un bon exemple parce qu'on cite souvent l'art contemporain comme quelque chose d'assez hermétique et opaque et pas facile d'accès. Et c'est une bonne expérience de faire ça que d'aller voir une exposition d'art contemporain avec un enfant, parce qu'on se sent beaucoup plus libre d'apprécier ou pas d'ailleurs les choses. Comment vous considérez-vous votre place dans la culture ? Ma place dans la culture, très humblement, c'est un petit maillon d'une très grande chaîne. Voilà, il y a la notion de territoire qui est importante pour moi. Donc ici, à l'échelle de ce territoire, il y a des centaines d'acteurs qui œuvrent pour la culture de plein de manières différentes, associatives, institutionnelles, individuelles. Et voilà, au sein de l'exercice de mes fonctions au musée, je suis un petit maillon de cette grande chaîne, plutôt dans le domaine de la culture scientifique, qui est, je pense, très importante. On le sent de plus en plus, parce qu'on donne des armes aussi pour développer son esprit critique et affûter ses connaissances par rapport à l'information qu'on nous donne, par rapport aux questions environnementales, aux questions de santé, etc. C'est des choses qui sont très importantes aujourd'hui. Donc je trouve que voilà, on a ce rôle-là à jouer. Et puis aussi en tant que lieu de culture publique pour tous les artistes et les créateurs du territoire, que ça ait un lien ou non avec la science. Voilà, on a ce rôle à jouer, que de les accueillir et de leur offrir un espace pour s'exprimer et pour pouvoir présenter leur travail. Je ne vous ai pas demandé votre parcours. Vous avez un parcours scientifique ? Moi, j'ai un parcours plutôt lié au patrimoine et à la valorisation du patrimoine. Et en fait, c'est par le biais de mes premières expériences professionnelles que j'ai mis un pied dans la culture scientifique. À la base, je me destinais plutôt alors au patrimoine, aux monuments historiques, aux beaux-arts, etc. Et puis voilà, j'ai mis un pied dans les sciences et la culture scientifique, la médiation des sciences en tout cas, et j'en suis plus jamais partie parce que je trouve que c'est un espace qui est plein de liberté, et pour les raisons que j'évoquais avant, sur ce que ça donne aux citoyens aussi, comme argument, comme développement de pensée, comme esprit critique, ça me plaît beaucoup. Votre définition de la culture ? Alors ma définition de la culture, c'est pas simple parce que la culture c'est un mot qui
qui veut dire plein de choses et qui évoque beaucoup. Pour moi, de manière la plus simple possible, je dirais que c'est vraiment un territoire d'échange et de partage, la culture, qui s'incarne de manière soit très concrète, à travers des œuvres d'art, à travers des livres, des spectacles, mais aussi de manière plus immatérielle, autour d'émotions, de mémoire partagée. Et ce sont ces éléments matériels et immatériels qui vont créer en fait du lien entre nous, entre les hommes et les femmes, et participer à ce que veut dire une société, un groupement de personnes. C'est un élément qui, je pense, est très fédérateur, très nécessaire, et qui, je pense, est fondamental pour une société plus solidaire, et plus empathique. Où est-ce qu'on peut vous joindre ? Au musée, ici, tout simplement. Ouais. Il suffit d'appeler au musée. Oui, voilà, tout à fait. D'accord. Eh bien, écoute, avez-vous autre chose à ajouter ? J'ai pas d'autre chose à ajouter, si ce n'est que de vous remercier. Mais c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. C'est la fin de Viva Culture. Au revoir. N'oubliez pas de consulter notre site. Vous pouvez également publier vos propres informations dans l'agenda. Consultez aussi notre page Facebook et adhérez. Rejoignez-nous. À bientôt. Bonne fin d'été.